Ok, très bien. Eh bien, avançons vers notre quatrième joueur du jour. Et donc, on peut aller vers Rudy Gobert, si tu veux bien. Rudy Gobert, 34 minutes par match, 76 matchs cette année, 116 de true shooting plus, donc plus 16% d'efficacité relatif à la moyenne, mais en même temps, c'est un profil de tir très particulier. Sur 15% d'usage, là encore, un volume de responsabilité très faible, mais on le comprend. Et je sais pas comment te lancer, si ce n'est dire que en fait, on est encore sur un Rudy Gobert dans son prime, pour ce qui est un des meilleurs défenseurs de l'histoire, peut-être, quoi. Ouais, c'est clair que honnêtement, sa saison défensive, elle est assez impressionnante. Où on est sûrement sur le meilleur protecteur de cercle de la ligue. euh, où il est utilisé en tant que roamer, donc c'est-à-dire qu'on va le mettre sur le moins bon shooter adverse et il va venir en aide pour contester les tirs au cercle. Et en fait, par sa simple présence, il révolutionne une défense. Déjà sur la dissuasion au cercle, on voit que sur les on-off des tirs pris au cercle, quand il est là ou quand il est présent sur le terrain, les adversaires tirent 5,5% de tirs au cercle de moins que quand il est pas présent, Ouais. quand il est sur le banc. Donc c'est 98e centile. Et en fait, même quand il est là, les Wolves, ils concèdent que 29% des tirs au cercle. Donc même là, c'est 90e centile, c'est juste élite par sa simple présence. Il pousse les équipes adverses à modifier leur sélection de shoot et il protège du coup le tir le plus rentable normalement. Et c'est ça qui est super intéressant avec lui parce que en plus les rares fois où les adversaires vont tenter de tirer face à lui au cercle, là il va contester super efficacement. Donc j'avais pris les chiffres en termes de protection de cercle, il inflige une baisse d'efficacité de moins 13,4%. Ouais. Donc sur les tirs à moins de 6 pieds. C'est la deuxième meilleure moyenne parmi les joueurs à minimum 30 matchs joués et 6 tirs défendus au cercle par match. Donc c'est vrai que sur ça, c'est élite. C'est tout simplement élite et bah, c'est assez, même je trouve, excellent d'arriver à ça. Et également, ce qu'on a pu noter cette saison, c'est qu'il y a quand même une progression sur la défense extérieure où, sans dire que c'est non plus un défenseur à la Bam Adebayo qui peut switcher, mais il a quand même, je trouve, cette année été meilleur, notamment avec son footwork défensif, où il se jette un peu moins, il est beaucoup plus sur ses appuis, et honnêtement, ça a fait la différence. Oui. Non, non, mais c'est un des points, effectivement, c'est que pour moi, je pense que on est sur une version qui est très différente du Gobert du Jazz, qui, alors, au Jazz, il avait un peu déjà commencé à évoluer physiquement, je veux dire, mais on est très différent des premières années au Jazz. Et le degré de mobilité qu'il a désormais, c'est un truc qu'il n'avait pas, et c'est un truc hyper précieux, quoi. Il y a pas mal de fois cette année où on voit que il peut aller un peu loin du panier, et sans dire, comme tu dis, hein, sans faire le Bam Adebayo qui fait des switches, mais il y a un degré de mobilité, en tout cas, qu'il n'avait pas il y a quelques temps. Et pour moi, ouais, on est sans doute, alors que le mec a déjà 4 défenseurs de l'année, quoi. Mais on est possiblement au paroxysme de sa carrière, à mon sens, en termes déjà d'optimisation dans les schémas de Minnesota, comme tu l'as dit, mais même au terme de athlétiquement, je pense qu'on est sur à la fois, enfin, un degré de mobilité qu'il a jamais eu avant et qui lui permet d'être d'autant plus terrifiant, quoi. Donc la mobilité, pour moi, il y a un point hyper important et qu'on a bien vu cette année. Le côté roamer et safety, comme tu l'as dit, le libéraux, ça aussi c'est un point important de cette saison. Et c'est aussi là-dessus que, enfin, c'est grâce au retour de Karl Anthony Towns aussi, hein. Le fait qu'on ait Towns qui puisse revenir, alors que l'an dernier il était blessé, mais cette année on a un Towns qu'on peut mettre sur le gros adverse, grosso modo, et on craint pas trop de se faire enfoncer facilement. Et donc ça permet de déverrouiller, de déployer en tant que défenseur off-ball en libéraux sans responsabilité, Gobert, quoi. Donc plutôt que de défendre Jokic, plutôt que de défendre le pivot adverse, il se met en deuxième rideau, et c'est là qu'il fait le plus de dégâts. Et tu as dit un peu les deux stats clés pour moi, qui sont la perte d'efficacité infligée au panier, où il est quasiment premier de NBA, ok, mais il n'y a pas que ça, quoi. La puissance défensive de Gobert, c'est pas que l'efficacité autorisée, ou plutôt le côté effacé des tirs, il y a aussi l'aspect d'intimidation. Et c'est ça, hein, que tu as cité, le côté, la fréquence au panier, hein. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ça. C'est au-delà même de les tirs qui sont pris, il les contre. Il y a aussi l'aspect de, non, quand il est sous le panier, en fait, les équipes, elles font demi-tour, quoi. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et en fait, je pense qu'on a affaire au meilleur défenseur de NBA d'assez loin, en fait, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai que honnêtement, sur cette intimidation, cette protection, c'est élite. Et même sur le post-up où il a pu être critiqué, notamment parce que par rapport au Game 5 de Jokic en playoff, enfin, c'est quand même un super défenseur de post-up sur les peu de possessions qui sont jouées.
Donc, selon NBA.com, il est dans le 89e centile en défense du post-up. Donc après, c'est pas une science exacte sur comment sont comptabilisés les post-up, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que sur ça, c'est quand même bon. Et en fait, il est excellent dans tous les aspects défensifs du jeu, ou aller peut-être juste sur les switches où il est juste bon. Mais même là, en fait, ça fait que c'est un défenseur que tu peux pas cibler et qui t'oblige à changer tes schémas. Et sur ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et en plus, il profite, comme tu dis, du retour de Karl Anthony Towns, qui, je trouve également, a fait des progrès en défense, Ouais. qui font que finalement, c'est ce qui a permis à Minnesota d'avoir cette défense d'élite. D'autant plus que même la défense extérieure, elle était très bonne. Donc, vraiment, Rudy Gobert symbolise parfaitement la saison défensive de Minnesota, qui a été une réussite de bout en bout. Et je pense qu'il est quand même un peu meilleur que l'an dernier en termes de niveau individuel, mais je pense surtout que le fait qu'il y ait du succès collectif cette année fait qu'on reconnaît un peu plus facilement ça, quoi. Mais en fait, Bien sûr. oui, enfin, il était déjà très bon l'an dernier, hein, pour le coup. C'est pas comme si, genre, il y a une très mauvaise année en Oui. 2023 et puis là, il revient. Non, non, enfin, je veux dire, voilà, il y a un côté optimisation 2024, donc optimisation tactique grâce à Towns, grâce à enfin plein de trucs. Donc, ok, dans la production finale, il est un peu meilleur, mais je veux dire, il était déjà très bon, quoi. On a peut-être fait un peu des tonnes hein, sur cet aspect de l'an dernier. D'ailleurs, nous on en avait parlé hein, dans le bilan 2023 des Timberwolves, on avait dit non, peut-être en fait il est encore très bon, quoi. Et là, c'est bien que le succès collectif fasse qu'on le voit aussi d'autant plus, quoi, qu'on remarque et qu'on le note d'autant plus cet aspect-là. Et c'est bon. Pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est ce qu'il n'a peut-être pas en polyvalence extrême sur, par exemple, Anthony Davis ou sur Draymond Green, qui sont la Rolls-Royce des couvertures défensives polyvalentes, etc. Ce qu'il n'a pas là-dessus, il le rend assez bien sur ce qui est protection de panier. Et voilà, la protection de panier, le tir au panier est le tir le plus rentable au basket. Donc, quand tu es capable de le stopper, c'est là que tu as le plus de valeur, quoi, finalement. Donc, bon, la défense, pas grand chose à dire de plus. Après, c'est vrai que comment est-ce que toi tu juges l'attaque au final comment est-ce qu'il a été au niveau de cette année? Parce que j'ai dit, oui, il a des chiffres d'efficacité qui sont très bons, mais parce que voilà, c'est son style aussi de faire que des lay-ups ou des tirs au panier. Mais comment est-ce que tu dirais quel est son niveau offensif en 2024? J'ai du mal à me positionner sur son rôle offensif, enfin sur son apport offensif, dans le sens où il est quand même c'est quand même un bon finisseur sur pick and roll, où vu que avec Conley ils ont une très bonne relation à deux, où c'est un excellent passeur de lob, Mike Conley, donc parfait pour Rudy Gobert pour finir. Donc c'est vrai que sur ça, leur duo est assez intéressant, et même le duo Karl Anthony Towns et Rudy Gobert est plutôt intéressant, pareil, pour jouer des pick and roll, des pick and roll, pick and pop enfin plutôt pick and roll pardon, entre big. Donc c'est vrai que sur ça c'est bien. Maintenant, ça reste un joueur qui est quand même assez limité. C'est pas un connecteur, parce que même si on a vu des petites progressions dans ses lectures, il vient de loin, entre guillemets, sans vouloir être méchant avec lui, hein, mais c'est pas un passeur d'élite. Et il y a une petite progression, mais c'est pas non plus si bon que ça. Et moi, je regrette le fait qu'il ait jamais réussi à développer un post-up de mismatch pour justement punir quand il y a des switches au poste très facilement. Ouais. Oui, et en même temps qui est aussi un peu lié. Enfin, je pense que c'est pas que. Je sais qu'on aime beaucoup caricaturer en disant il a jamais appris à le faire, il a jamais appris à le faire. Ok, mais il y a aussi une donnée physique en fait, hein, d'avoir un centre de gravité à ce point haut. On sait que ce genre de joueurs qui ont un centre de gravité très très haut, finalement, ça paraît facile, mais non. Pour aller poster un mec qui est plus petit, même beaucoup plus petit, parfois ça peut être un problème. Et tu vois, il n'y a pas que lui. Porzingis aussi. Oui. Porzingis, il y a toujours un peu une limite au niveau des post-up. Et Porzingis, ses post-up, en gros, je tire par-dessus, quoi. Mais c'est pas du post-up où je vais enfoncer, je vais prendre le. Même face à des petits, Porzingis a toujours fait le côté je me retourne et je tire par-dessus. Même face à des petits, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette donnée-là, mais en effet, il faut la noter. Mais il y a aussi un aspect de rôle très sobre au final, et il manque quelques atouts. Mais je sais pas, parfois je trouve que certains exagèrent un peu en disant une valeur négative ou très négative. Parfois d'autres exagèrent dans l'autre sens en disant non mais il est ultra précieux, tu sais, je sais pas si t'as connu toi à l'époque du jazz, c'était la mode des screen assists quand c'était apparu Oui. sur NBA.com, le site de stats de NBA.com, tout le monde ouais screen assist bon, oui c'est vrai, mais je veux dire c'est effectivement, je pense qu'on a quand même une valeur qui est intéressante, et surtout cette année en fait, parce qu'il a retrouvé Mike Conley, et Mike Conley qui est le type de passeur qu'il faut à Gobert, qui lui met un peu des alley-oops avec des ballons très hauts, plutôt que justement le mettre un peu dans les pieds, dans les mains, où ensuite il faut qu'il remonte la balle, et que voilà, c'est pas trop sa force. Mais voilà,
il est tellement fort en défense. Après, ça va être une question de pondération de à quel point est-ce que l'attaque par rapport à la défense, quoi. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on peut avoir des désaccords en général. C'est selon à quel point les gens pensent qu'il est bon ou justement pas bon et handicapant en attaque, mais surtout à quel point aussi est-ce qu'il est bon en défense et à quel point la défense peut être importante. C'est peut-être ça quand j'ai des désaccords avec des gens, c'est souvent par rapport à ça et au fait que on dit que la défense est peut-être moins importante par le prisme individuel. Je suis pas forcément d'accord, mais alors transition parfaite, on peut y aller directement. Où est-ce que toi tu l'imagines dans le classement? Moi, je le mettrais je le mettrais derrière Kawhi Leonard, donc devant Domantas Sabonis. Parce que Devant pour moi, en Sabonis fait, il alors. apporte, ouais, devant Sabonis parce que pour moi, il a un tel apport défensif que en fait, c'est ce qui rend son profil ultra important pour les Wolves. Et même offensivement, alors je dis pas que ça pourrait être un joueur très très bon offensivement, hein, mais je pense aussi qu'il sait qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup plus de qualité que lui de ce côté-là du terrain, donc Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, etc. Que du coup il se met à leur service et entre guillemets il fait le sale boulot, mais c'est-à-dire qu'il va pas demander également d'être impliqué dans toutes les possessions offensives ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi là je le mettrais juste derrière Kawhi Leonard parce que l'apport défensif est quand même excellent. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, pour moi, il y a un peu un truc où quand on parle de joueurs, notamment, tu sais, par le prisme de l'évaluation, pardon, on a toujours ce prisme de presque on évalue la palette de scoring, quoi. Grosso modo, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté un joueur est bon parce qu'il met beaucoup de points, etc. Alors que si on fait la différence entre cet aspect de 1 contre 1, peut-être, j'exagère, hein, mais cet aspect offensif ou alors la valeur, ben, tu vois, comparé à un Sabonis, on peut juste comparer l'impact. Et donc, c'est-à-dire, ben, pour moi, la défense est pas beaucoup moins importante que l'attaque, hein, pour le coup. Comment est-ce que tu gagnes en basket? C'est tu mets plus de points que l'adversaire. Donc, il faut juste avoir un différentiel attaque-défense qui est positif, quoi, qui est grand. Mais donc, en fait, pour moi, dans la théorie, ben un mec qui, en termes de on-off ou en termes d'impact, on va pas parler d'on-off, on va parler d'impact un peu plus, la notion plus générale, ben un mec qui fait, je sais pas moi, qui améliore son attaque de 5 points comparé à la moyenne, comme Sabonis, ben c'est pareil qu'un mec qui améliore la défense de 5 points comparé à la moyenne, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, bah, tu dis au basket, faut marquer plus de points que l'adversaire, ou sinon, faut en encaisser moins que l'adversaire également. c'est Et en ça. fait, c'est ce côté-là où l'attaque et la défense, finalement, faut les juger sur le même pied, enfin, un pied d'égalité. Oui, et oui, tu peux avoir un Sabonis qui effectivement est beaucoup plus créateur et beaucoup plus. Il sait faire plus de choses. Oui, il sait faire plus de choses, mais on n'évalue pas le nombre de choses qu'il est censé savoir faire. On évalue quelle est la valeur, quoi. Quel est l'impact au final, quoi. C'est ça qu'il faut pondérer, pardon. Et voilà, comme dit, pour moi, un mec qui quand il est sur le terrain, il améliore l'attaque de 10 points par 100 possessions. Ou alors un mec qui, quand il est sur le terrain, il améliore son attaque de 10 points, de 10 points par 100 possessions, bah c'est pareil, quoi. Donc c'est aussi en ça que je trouve que parfois on sous-estime la valeur des défenseurs, hein, mais je sais que moi je suis peut-être un peu plus haut que beaucoup sur Gobert, Bam Adebayo, Draymond Green. Je crois que d'ailleurs l'an dernier les trois ont fini dans le top 20 ou top 25 de mémoire. On verra cette année comment est-ce qu'on s'en sort, mais voilà, je te suis, mais j'irai quand même pas jusqu'à Kawhi Leonard qui, Oui, voilà, non. on est quand même sur la superstar offensive, quoi. Oui. Et qui est en plus très bon défensivement aussi, donc. Oui, d'accord. On verra qu'est-ce qu'en disent les prochains intervenants. Mais en attendant de ce reclassement potentiel ou pas d'ailleurs, petit quiz pour finir, petit trivia. Nous sommes le 28 février 2024 et c'est un poster dunk. Et oui, messieurs, dames, vous le sous-estimez, mais un poster dunk de Rudy Gobert sur Wembanyama. Sur un jeu de post-up, une action de Gobert qui postérise Wembanyama, comme quoi il n'est pas si nul que ça en attaque. Est-ce que tu es capable de citer qui est sur le terrain, qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Alors, Mike Conley, Oui, Mike Conley est sur le terrain, oui. Anthony Edwards, Non, pas Edwards. non, ok. Nickel Alexander Walker, Oui. Non, attends, non, je dis n'importe quoi. Non, non, j'ai confondu avec sur ma fiche, j'ai mal écrit. Non, non, pas Nickel Alexander Walker. ah, ok. Tac, tac, tac. Karl Anthony Towns, Non ou plus. sinon. Donc, c'est Nasrid. Exactement, c'est Nasrid, ouais. Ouais. Ok. Qui est-ce qui peut avoir été sur le backcourt l'ailier Jaden McDaniels McDaniels, oui, tout à fait. et, Si je te et dis. Kyle Anderson. Non, pas Carl Anderson, si je te dis Non. cigarette, ça te parle ou pas?
Cigarette. Non, c'était une marque de cigarettes. Moi, j'aurais pu faire un autre, un autre indice. Non, c'est quelqu'un qui arrivait en buy-out, je crois, en cours d'année. Ou buy-out ou trade, je sais plus. Mais qui arrivait en destination de Détroit. De Détroit. Qui est-ce qu'il y a pu? Il y a des jumeaux aussi en NBA qui s'appellent comme ça. Des jumeaux bien connus et bien bagarreurs. Qui est passé par les Lakers. Qui est passé par les Lakers aussi, non? Non. Tu penses à Troy Brown, non? Ouais, je pense à Troy Brown. Non, je te dis quelqu'un qui... Il y a des jumeaux qui portent ce nom-là en NBA, des jumeaux très bagarreurs. Des jumeaux qui tapent Jokic dans le dos. Maurice. Et donc, c'est qui, Amis, ça? Je cherche le prénom, oui, voilà, c'est ça. Ah, mais c'est l'ancien de Denver, Monte Morris? Exactement, c'est Monte Morris, ouais, tout à fait. Ok. Bon, je vois que c'est bien, tu connaissais pas la marque de cigarette Philip Morris, alors. Non. Mais alors, côté Spurs? Faut se remettre l'effectif. Oh, je l'ai plus en tête. 28 février 2024, les Spurs. David Vassell? Non, il n'est pas sur le terrain. Jamie Sohan? Non plus. Non. Tac. Bon, Wembanyama, déjà, je le compte. Oui. Oui. Un jeune qui a été drafté par les Spurs aussi depuis quelques temps déjà. Qui d'ailleurs vient d'abandonner son numéro pour le donner à Chris Paul. Johnson, mais j'ai plus le prénom en tête. Non, ce n'est pas Boris Johnson, c'est... Non. Tac. Ah, j'ai un trou là. Honnêtement, là, j'ai un trou. C'était Keldon Johnson, allez, je te l'accorde. Keldon Johnson, oui. Keldon Johnson. Bah alors. Ensuite, on a 2 autres draftés plus récemment. 2 meneurs arrière draftés plus récemment. Il y en a un qui est plutôt... il a un peu de pull-up et on dit que c'est le prochain Caris LeVert. Il y en a un autre, il est plutôt typé un peu plus défenseur. Malaki Branham, ouais, tout à fait, le premier. Et l'autre qui est typé un peu plus défenseur. Plus défenseur. Il était avec Harry Potter et Hermione Granger à Poudlard. Ça te dit rien, ça? Devonte Graham? Non. Ah non, comment il s'appelle? Harry, Hermione et Ron. Mais c'est quoi son nom de famille, Ron? J'ai pas dit Harry Potter. Ah là, t'as pas la référence Harry Potter. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'effectif des Spurs? Défenseur. Alors passons. Et il y en a un autre. Il y a un ailier qui est retourné en Europe récemment. Un ailier. Je crois qu'il a fait du Cleveland à la base. Oui, il a signé en Grèce chez Diosman. Exactement, c'est Diosman, tout à fait, le Turc c'est Diosman qui a signé au Panathinaikos, qui a quitté la NBA. Et non, j'étais content de mon indice, mais tu l'as pas. C'était c'était Ron Weasley. Et donc comment il s'appelle le joueur? Ah mais Blake Weasley. Exactement, Blake Wesley. Alors pas Weasley, mais Wesley, pardon, Wesley. Blake Wesley, ouais, tout à fait. Donc Wembanyama, Keldon Johnson, Cedi Osman, Blake Wesley et Malaki Branham. Donc le banc avec Wembanyama pour ce joli poster de Rudy Gobert sur son compatriote Wembanyama. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.